J'espère que vous êtes énergisés par ces journées ensoleillées finalement. Ça tombe bien parce qu'on va parler de vélo aujourd'hui, donc ce beau temps qui nous donne vraiment envie d'aller se promener les cheveux dans le vent. Donc, on est très heureux de vous revoir aujourd'hui pour un webinaire de la série Embarque Montérégie. Donc, nos webinaires de Embarque Montérégie, nos activités Embarque Montérégie sont présentés par Hydro-Québec. Donc, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour un webinaire qui s'appelle Mobilité pour toutes et tous, le vélo comme outil d'inclusion sociale. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas, puis pour ceux qui arrivent, on laisse le temps. Donc, pour le CRE Montérégie, en fait, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, c'est nous qui organisons ce webinaire aujourd'hui avec nos partenaires qu'on va vous présenter un peu plus tard. Donc, le CRE Montérégie, de notre petit nom, veut par sa mission, développer son rôle d'expert, d'influence et de conseil en environnement et développement soutenable pour rassembler et guider les acteurs territoriaux. Donc, peut-être que vous nous connaissez en travaillant avec notre équipe d'économie circulaire et gestion des matières résiduelles. Peut-être que vous avez des projets aussi avec notre équipe de biologistes qui travaillent sur les milieux naturels et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Puis peut-être que c'est plus avec nous, l'équipe de changement climatique et mobilité durable, avec qui vous travaillez ou vous nous suivez de près et de loin. Mais sachez qu'on est toujours là pour écouter vos besoins, vos attentes, puis vos nouvelles idées, puis d'embarquer dans des projets à la hauteur de nos aptitudes et de nos capacités. Donc, on est toujours très intéressé de vous entendre. N'hésitez pas à communiquer avec nous ou nos différentes équipes. Puis nous, notre équipe mobilité durable, changement climatique et mobilité durable, mais Embarque Montérégie est quand même très spécial parce que ça a été le premier projet de mobilité durable au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Donc, on le porte quand même très dans notre cœur. Pour ceux qui ne savent pas, Embarque Montérégie, en fait, c'est un mandat qui est d'augmenter la pratique du covoiturage en complémentarité avec les transports collectifs et actifs. Et ça se passe par 3 axes d'action. Comme si vous voyez sur l'écran, on a une photo de notre plateforme qui rassemble les informations relatives aux options de transport actif collectif, tout ce qui est mobilité durable. Puis, on a aussi notre réseau de stationnement incitatif pour le covoiturage, que je vais expliquer aussi un peu plus en profondeur. Puis, notre campagne de communication en mobilité durable, comme par exemple ce webinaire, ou peut-être avez-vous vu sur nos réseaux sociaux nos fameux Saviez-vous que qui piquent la curiosité et met en lumière des initiatives inspirantes sur le territoire. Et ailleurs, international, on va gros. Donc ici, vous voyez un peu notre plateforme, comment qu'elle fonctionne. C'est une plateforme interactive. On peut faire plusieurs recherches, soit qu'on clique sur notre MRC, sur notre territoire, puis on peut voir les options qui sont offertes en transport actif et collectif. On peut aussi trouver des options vous voyez peut-être les petites icônes d'une voiture ou les autobus. Donc, en cliquant sur exactement ce qu'on cherche, est-ce qu'on cherche de l'autopartage? Est-ce qu'on cherche les pistes cyclables? Donc, on peut trouver comme ça. Mais on peut aussi trouver un peu comme notre cher Google l'offre. Donc, point A, point B. Puis, c'est quoi mes options pour se promener? Donc, je vous invite aussi à aller voir. Puis, on a vraiment toute une rubrique sur la mobilité durable pour aller voir les vocabulaires, les différents termes utilisés, etc. On a aussi notre réseau de stationnement incitatif au covoiturage. L'idée, c'est que on a un grand territoire en Montérégie, puis si on veut faire du covoiturage, demander à des conducteurs d'aller au 3e rang pour revenir à la route, c'est des grands détours. On veut le préparer notre territoire à ce que le covoiturage cartonne. Donc, on cherche des lieux qui sont des stationnements que quelqu'un pourrait laisser sa voiture pour rentrer pour faire le plus gros bout de chemin avec un autre conducteur. On les cherche près des grands axes routiers, sécuritaires, on les veut publics et légales. On ne veut pas être remorqués. Et on est en pleine campagne de recrutement justement pour agrandir ce réseau de stationnement-là. Nous travaillons avec 16 municipalités
Puis, ben là, je l'ai mis en gros, ça coûte pas cher pour tout ça. Donc, on parle de tout ce qui est ressources en temps, ressources humaines, ressources de territoire, ressources financières, bien sûr. Donc, pour quand même très peu de ressources, vous obtenez un accompagnement de notre part pour trouver où on peut mettre ces fameuses cases de stationnement-là. On a une campagne de communication qui est complète sur la mobilité durable. On a des actions pour soutenir, mais vous faites une action pour soutenir le covoiturage, donc ça peut remplir certaines cases d'un plan de réduction des gaz à effet de serre. Puis, on peut faire l'optimisation de certains actifs, donc des stationnements qui peuvent être dormants pendant la semaine, le jour, mais très en demande la fin de semaine. On peut trouver des utilités complémentaires. Puis en plus, on est reconnu comme un acteur proactif en mobilité durable. Donc, vous allez voir peut-être dans le chat passer un lien sur le guide qui explique un peu c'est quoi les étapes pour mettre en place ce projet-là Embarque Montérégie dans votre territoire. Vous allez voir, si vous avez des questions, vous nous contactez, mais vous pouvez voir à quel point c'est facile et demande peu d'énergie. Mais maintenant, passons tout de suite au vif du sujet, la mobilité pour toutes et tous. Le vélo comme outil d'inclusion sociale, puis on est très content de continuer un peu là, notre lancée en mobilité durable comme inclusion sociale. Si vous avez manqué nos webinaires, par exemple, de femmes et mobilité ou la transition socio-écologique qu'il y a eu plus tôt cette année, vous pouvez les revoir sur notre chaîne YouTube. Et ce webinaire-ci aussi, nos magnifiques partenaires ont accepté de partager leur présentation, mais aussi d'être enregistrés et on va tous se retrouver sur la chaîne YouTube du Creux Montérégie. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va avoir Vélo Québec qui va nous présenter, en fait, Magali Bebron, je suis désolée, directrice des programmes qui va nous expliquer tout à vélo, donc comment impliquer les femmes dans la mobilité du vélo. Puis ensuite, on va aller avec Annie Gauthier, qui est fondatrice et responsable des opérations dans la vallée du Richelieu pour Vélo sans âge et qui va nous expliquer un peu ce projet et cette démarche. Donc, j'arrête mon partage. Magali, ce sera à toi. Merci beaucoup, Judith. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager avec vous mon écran pour partir la présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? Oui, j'ai vu vos thumbs up, c'est bien parfait. Très bien, alors merci pour l'invitation. Je lance mon chronomètre pour essayer de respecter le temps qui m'est alloué. Je viens vous parler de Tout à vélo, un programme qu'on a lancé en 2021 et qui fait beaucoup de sourires parmi nos participantes. Si vous ne connaissez pas encore Vélo Québec, on est un organisme national de loisirs, donc reconnu par le gouvernement du Québec pour faire la promotion et puis travailler sur l'accessibilité, la sécurité du sport, du vélo, pardon, comme pratique libre. Voilà les 3 piliers de notre planification stratégique. Et le premier pilier, vous le verrez, c'est de rendre le vélo accessible pour toutes et tous partout au Québec. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit le programme Tout à vélo. On essaye d'amener les gens à faire plus de vélo, plus souvent, plus fréquemment, plus de gens. Donc, bien sûr, on a tout un pan d'activités. On a des événements grand public, on a des programmes d'éducation en milieu scolaire également. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce que fait Vélo Québec. Qu'est-ce qui nous a amené à créer le programme Tout à vélo? C'est qu'on a pris connaissance de certaines données qui nous ont vraiment frappé chez Vélo Québec. Dans l'état du vélo, on apprenait qu'au Québec, 62% des hommes font du vélo, mais seulement 47% des femmes. C'est quand même un écart de 15%, c'est significatif. Alors que Statistique Canada nous disait que seulement 34% des cyclistes sont des femmes. Donc ça, si vous faites le calcul, c'est qu'à l'échelle du Canada, il y a 2 fois plus d'hommes qui font du vélo que de femmes. Et là, on parle de la pratique du vélo pour tout type de raisons. Ça peut être du loisir, ça peut être du vélo de dimanche, etc. Mais quand on regarde le vélo en tant que moyen de transport, puis je pense qu'au Creux, c'est probablement ce qui vous intéresse là dans la transition socio-écologique, c'est comment on peut amener des gens à délaisser leur voiture, l'auto solo, pour des modes de transport plus durables. Les
les différences sont encore plus fortes et elles varient d'un quartier à l'autre. Mais pour vous donner un ordre d'idée, dans le quartier montréalais de Saint-Michel, par exemple, la part modale vélo, c'est-à-dire la proportion de gens qui utilisent leur vélo pour se déplacer, elle est 5 fois inférieure chez les femmes par rapport à celle des hommes. C'est fonction peut-être de certaines caractéristiques socioculturelles, mais c'est souvent aussi fonction d'une de des conditions et de l'environnement dans lesquels on fait du vélo, parce qu'on sait que les femmes, notamment, sont beaucoup plus sensibles à la notion de risque et que quand les infrastructures cyclables ne leur offrent pas un sentiment de sécurité, eh bien, elles ne vont pas nécessairement faire de vélo. Donc, nous, tous ces chiffres-là nous ont vraiment, vraiment interpellés. Et puis, on a aussi travaillé avec une étudiante sur toutes les spécificités du rapport que les femmes peuvent avoir au vélo. On sait que les femmes ont des responsabilités supplémentaires dans la sphère domestique en particulier. Je vais pouvoir vous montrer des chiffres à ce sujet-là. On sait que alors que les hommes peuvent avoir des déplacements qui sont beaucoup vélo-boulot, boulot-vélo, les femmes ont beaucoup plus de déplacements non linéaires, à faire des chaînes de déplacements qui incluent la garderie, l'école, l'épicerie, etc. Et qu'elles peuvent aussi vivre dans la sphère publique un sentiment d'insécurité qui peut avoir une influence sur le type de mode de déplacement qu'elles choisissent pour assurer leur propre sécurité. On le sait, près d'un tiers des déplacements quotidiens sont réalisés pour des raisons domestiques, c'est-à-dire transporter des enfants, aller visiter des proches qui sont malades, faire de l'épicerie ou des commissions pour ramener tout ça à la maison. Et on sait aussi que 70% des tâches domestiques, eh bien, à l'échelle mondiale, sont encore assumées par les femmes. Puis quand on pense à cette réalité de déplacement très morcelé, eh bien, on se dit le vélo serait la solution parfaite pour beaucoup de ces déplacements-là, ou peut-être que les réseaux de transport en commun sont moins adaptés à la réalité des femmes. Et pourtant, vous avez vu que c'est moins répandu le vélo chez les femmes. On sait aussi d'après les conclusions de la doctorante Priscilla Dutra-Diaz-Viola, avec qui on a travaillé pour l'élaboration de ce programme, que chez les femmes, le sentiment de compétence et de connaissance, si on ne se sent pas compétente à faire quelque chose, on ne va tout simplement pas le faire. On a besoin de se sentir peut-être un peu plus accompagné. Il y a toute la question du sentiment de confiance aussi. Les petits garçons sont socialisés à la prise de risque. C'est correct de tomber quand on essaye de faire du vélo, mais chez les femmes, on va peut-être un peu plus les couver, vouloir les préserver. Et ça amène vraiment une relation différente aux activités qui peuvent être jugées comme risquées dès le plus jeune âge. On sait aussi, d'après les entrevues qu'a fait cette doctorante, que les femmes sont plus inquiètes à l'idée d'avoir un souci mécanique et de ne pas pouvoir poursuivre leur trajet, d'être prises à un endroit sans pouvoir résoudre leurs problèmes, peut-être une moins grande familiarité aussi avec les composantes mécaniques de leur vélo. Et bien tout ça, ça s'additionne pour faire en sorte que les femmes vont peut-être faire moins de vélo que les hommes. Donc, le programme qu'on a élaboré, on a voulu prendre en compte toutes ces réalités-là et essayer de travailler sur chacune des barrières qui sont réelles ou perçues chez les femmes pour les amener à adopter le vélo plus largement. Alors, en quoi consiste le programme? Son objectif, c'est vraiment de rendre accessible la pratique du vélo à des femmes qui n'ont jamais eu l'opportunité, ne serait-ce que d'apprendre à pédaler, ou bien qui en ont fait dans leurs jeunes années, qui n'en ont pas fait depuis de nombreuses années. Parfois, ça peut être suite à une chute qui a pu être jugée comme traumatisante, par exemple, ou bien simplement parce que dans certains contextes, c'est acceptable pour une jeune fille de faire du vélo, mais plus à l'adolescence ou en tant que femme. Donc, notre objectif, c'était vraiment de pallier les inégalités qu'on constate dans la pratique et qui sont très, très visibles dans les statistiques que je vous ai partagées. Comment on s'y prend? On a créé 2 volets dans ce programme-là. Le premier volet, c'est vraiment un volet d'initiation au vélo. Ce sont pour des femmes qui n'ont jamais fait de vélo et on réutilise la méthode de la draisienne. Vous avez dû voir chez les jeunes enfants à quel point les vélos pattes-pédales, les draisiennes, sont devenus très, très populaires et pour une très bonne raison, c'est que c'est une technique vraiment efficace pour acquérir l'équilibre avant d'ajouter la complexité du pédalage. Donc, on voit des enfants de 2, 3, 4 ans qui ont ces vélos d'équilibre et ça leur
leur permet vraiment de se familiariser tout en douceur au vélo en développant ce sentiment d'équilibre. Et bien avec nos participantes, c'est exactement ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on transforme des vélos en draisiennes en enlevant les pédales et on commence vraiment par les accompagner pour qu'elles acquièrent ce sentiment d'équilibre en abaissant la selle sur le vélo et en leur faisant pousser avec les pieds jusqu'à temps qu'elles développent ce sentiment. Et ensuite, on remet progressivement les pédales et on rajoute la tâche qui est quand même complexe, ça, quand on y pense, quand on n'est pas habitué de pédaler avec toute la complexité que ça comprend quand vient le temps de démarrer, puis qu'on n'a pas encore notre équilibre, puis qu'il faut qu'on trouve nos pieds sur nos pédales, etc. Donc, tout ça est travaillé avec des techniques qui sont quand même bien éprouvées. Et le volet 2, ensuite, pour celles qui se sentent suffisamment à l'aise, on rajoute des exercices, des slaloms, des exercices de freinage, lever une main, regarder derrière son épaule. Celles qui se sentent suffisamment confiantes vers la fin du programme, eh bien, on les invite à venir pédaler sur la route et à vraiment faire l'expérience des déplacements à vélo dans un milieu urbain en interaction avec les autres usagers. Et puis, on introduit les notions de règles de la route, les vérifications mécaniques, tous des éléments dont elles vont avoir besoin dans une optique de déplacement également. Comme on a conscience de la charge domestique que les femmes ont encore à prendre sur elles et peut-être aussi des autres barrières, on a essayé de concevoir le programme pour adresser chacun de ces obstacles à la participation. C'est ce qui fait par exemple qu'on offre la halte garderie gratuitement pour que les femmes puissent venir avec leurs enfants, nous les confier et se concentrer sur leurs apprentissages pour ne pas être retenues par ces obligations domestiques. Les vélos et les casques sont prêtés, tout est entièrement gratuit et on met beaucoup d'emphase dans la formation de nos accompagnatrices et de nos instructrices pour créer un espace sans jugement. Où chacune est vraiment libre d'y aller à son rythme, où elle ne sera pas jugée par les autres et au contraire où elles vont même s'encourager entre elles et s'encourager à voir les progrès des autres, même si on n'est vraiment pas dans la comparaison de se dire « Ah ben elle a déjà des pédales, moi j'en ai pas encore ». On met beaucoup d'emphase à créer cet environnement bienveillant parce que le vélo, c'est beaucoup une question de confiance. Donc, c'est de créer ce lieu où on va se sentir à l'aise, de faire des essais. Peut-être qu'on va faire une chute, mais on va vraiment apprendre à notre rythme à faire du vélo. Et les moments où une femme commence à faire ses premiers coups de pédale, la joie que vous voyez chez un enfant, ben, imaginez ça chez une adulte qui a rêvé de faire ça toute sa vie. Qui depuis des décennies voit son conjoint, ses enfants faire du vélo et qui, elle, reste et ne peut pas participer aux randonnées à vélo. Imaginez toute la charge émotive que ça représente pour ces femmes-là. Écoutez, chaque fois que j'y vais, je suis touchée parce que c'est des moments absolument magiques. Donc, à quoi ressemble l'horaire typique de Tout à vélo? Ce sont 4 semaines d'activité avec 4 séances de 2 heures la fin de semaine, donc un samedi ou un dimanche, avec une équipe de 4 accompagnatrices. Et puis également, pendant la semaine, on offre une autre occasion de pratique. Le vélo, quand on n'est pas habitué, ça peut être fatigant, ça peut être douloureux, surtout quand c'est la première fois qu'on est assise sur une selle de vélo et qu'on n'est pas habitué à faire reposer tout notre poids là-dessus. Ben, n'importe qui fait du vélo en début de saison a déjà mal aux fesses, là, je vous apprends rien. Ben, imaginez quand l'ensemble de votre poids repose sur une selle. Donc, ce n'est pas le temps de faire des séances très, 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 très longues. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir des occasions régulières de se pratiquer. Donc, un soir de semaine et une fin de semaine également. La croissance du programme, en fait, nous a étonnés. La première année, on est allé chercher un petit financement et on s'était donné comme objectif de rejoindre une trentaine de participantes. Et dès cette première année, la demande a été telle qu'on est allé rejoindre plus de 100 participantes, 118 participantes, et on s'est ramassé avec une liste d'attente de 200 personnes. L'année d'après, on est allé chercher plus de financement, on l'a offert à 200 personnes, mais on s'est ramassé avec une liste d'attente qui faisait le double de nouveau. Et d'année en année, c'est comme ça qu'on progresse à offrir le programme de plus en plus largement. Mais cette liste d'attente, elle continue à croître. Actuellement, je crois qu'on est à 1400 personnes sur la liste d'attente, même si cette année, on s'attend à pouvoir offrir le programme à quelque part entre 800 et 1000 participantes.
C'est un programme aussi qui a suscité de l'intérêt. Nous, on l'a commencé à Montréal, mais qui a suscité de l'intérêt dans d'autres régions. Donc, vous voyez, en 2024, il était également offert à Gatineau, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Longueuil. Cette année, il sera également offert à Boucherville. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de demandes sur la rive sud. Là, les femmes de Saint-Hubert, de Brossard, etc., se déplacent à Longueuil. On essaye, puis les municipalités qui nous soutiennent souvent insistent pour que ce soit vraiment les citoyennes de leur municipalité qui aient accès au programme, mais c'est difficile d'empêcher les citoyennes des municipalités adjacentes de se joindre au programme. Puis vous voyez, il y a aussi un certain nombre d'arrondissements montréalais qui sont touchés. Donc, vraiment une belle croissance pour ce programme et on a de très bons espoirs puisqu'on a obtenu un financement structurant du ministère de l'Environnement et Changement climatique fédéral qui va permettre de soutenir le programme pendant 4 ans pour aller l'offrir à un plus grand nombre de femmes, mais aussi pour aller plus en profondeur. Je vous en parle dans un instant. Donc, quels sont les impacts qu'on a pu constater? Nous, on aime beaucoup faire de l'évaluation de programmes dans toutes nos interventions pour essayer de mesurer qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qui fonctionne et puis quels impacts on a. On a une méthodologie avec des sondages qu'on fait parvenir à nos participantes. Donc, en 2024, voici ce que nos sondages nous ont appris sur le profil sociodémographique de nos participantes. Elles ont entre 23 et 68 ans. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour apprendre à faire du vélo. La majorité ont entre 30 et 49 ans. C'est une population qui principalement a un parcours d'immigration, donc plus de 80% d'entre elles, mais on a aussi des personnes qui sont nées et qui ont vécu toute leur vie au Québec. Et parmi celles qui ont un parcours d'immigration, plus de la moitié ont grandi en Afrique du Nord. Et c'est intéressant de voir comment le bouche à oreille dans les communautés vraiment fait en sorte que en une journée, on peut avoir 20-30 inscriptions sur notre liste d'attente parce qu'une fois que le mot se passe, on dirait que c'est comme un feu de paille là et le mot se passe vraiment entre cousines, amies, sœurs, etc. Beaucoup de ces participantes se déplacent en transport en commun, mais un certain nombre ont accès à une voiture personnelle également. Beaucoup vivent avec un ou plusieurs enfants, la moitié d'entre elles, essentiellement des enfants d'âge primaire, et seulement 20% d'entre elles vivent seules. Beaucoup sont employés à temps plein et vous voyez, on a une majorité d'entre elles qui ont complété des études universitaires. Donc, on a vraiment toutes sortes de profils parmi nos participantes et de voir qu'on peut avoir une très belle carrière, avoir très bien réussi et quand même ressentir un sentiment de honte ou de stigmatisation de penser que nous, on ne sait pas faire de vélo alors que soi-disant tout le monde sait en faire. Je pense que c'est une des valeurs de ce programme-là, c'est de leur montrer qu'elles ne sont pas seules quand elles arrivent dans un groupe où il y a une vingtaine d'autres femmes qui sont dans exactement la même situation. Ça contribue aussi à lever cette stigmatisation et cette honte qu'elles peuvent parfois ressentir. Donc, dans les impacts du programme, avant le programme, à peu près 25% d'entre elles disent qu'elles savent pédaler. À la fin du programme, on est rendu à 93% et 78% d'entre elles disent qu'à l'issue du programme, elles sont à l'aise à rouler sur la route alors qu'elles n'étaient que 3% avant le programme à dire la même chose. On voit bien sûr une bonne progression du taux de participation dans l'activité. Donc, après le programme, environ 85% disent qu'elles font au moins 20 minutes de vélo par semaine. Ça paraît pas beaucoup, 20 minutes, mais quand on débute, c'est déjà une belle réalisation. On leur a également demandé si elles faisaient du vélo avec les enfants de leur ménage. Puis, vous voyez, plus de la moitié d'entre elles, après le programme, sont en mesure de faire des activités avec leurs enfants, ce qui est toujours aussi très touchant. Je vous laisse ici quelques témoignages de ces femmes-là je vous parlais un peu des traumas, là, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Une qui dit: j'ai fait un accident de vélo en 2017 et j'ai jamais eu le courage de refaire du vélo après. Mais je voulais franchir cette barrière, je voulais surmonter cette peur. Je savais que je ne serais pas seule et qu'il y aurait des participantes comme moi et des instructrices. Donc, cette personne-là a pu passer par-dessus cette barrière qu'elle ressentait. Une autre qui dit: c'était une chance incroyable de pouvoir se retrouver en groupe de femmes, sans jugement, dans une cour d'école, donc dans un environnement sécuritaire, le rêve.
Une autre qui dit en anglais, toute ma vie, les gens ont mis cette crainte dans ma tête. Je voulais utiliser mon vélo pour aller au travail, mais je ne m'en croyais pas capable. Ceci va beaucoup m'aider. Ça va me sauver 30 minutes de transport à tous les jours. Et une autre qui dit, mon plus grand apprentissage, c'est que c'est normal de ne pas se sentir à l'aise quand on commence ou qu'on recommence à faire de la bicyclette, puis qu'il faut prendre le temps dont on a besoin. Donc, tout ça, ça vient un petit peu témoigner de la charge émotionnelle. Ça peut paraître très banal de faire du vélo, mais il y en a beaucoup pour qui il y a une symbolique qui est pas mal plus forte que juste, je fais du vélo comme je fais du basket. Là, il y a quelque chose de plus fort que ça. La suite, je vous le disais, on va aller beaucoup plus en profondeur également parce que dans les sondages qu'on fait auprès des femmes, on s'est rendu compte que ça restait une minorité des participantes qui utilisent le vélo à des fins utilitaires, vraiment pour le déplacement, alors que pour la majorité, ça reste pour le loisir. Puis il ne faut pas se choquer de ça parce que je veux dire, même parmi les Québécois qui en font depuis toute leur vie, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise pour faire du vélo. Il y a bien des gens pour qui le vélo, ça reste une activité de fin de semaine qu'on va faire sur le petit train du Nord sans nécessairement l'utiliser pour les déplacements. Mais c'est certain que nous, l'objectif qu'on aimerait se donner, c'est de permettre un transfert modal des modes motorisés vers les transports actifs. Donc, on voulait pouvoir travailler là-dessus. Quand on leur demande qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'utilisez pas encore le vélo de façon utilitaire, vous voyez, on a une grande variété de réponses. Certaines qui nous disent, plus d'un quart qui nous disent qu'elles n'ont pas de vélo, d'autres qui nous parlent du sentiment de sécurité, que leur environnement n'est pas assez favorable à leur goût, d'autres qui disent je me sens toujours pas totalement en confiance à vélo, ou bien parfois c'est je me sens en confiance quand je suis dans un groupe accompagné par des accompagnatrices, des instructrices, d'autres participantes, mais de là à le faire toute seule, je ne me sens pas rendue là. D'autres qui ont des contraintes de temps. Et d'autres qui nous disent encore, j'ai besoin de transporter des choses, puis le vélo n'est pas tout à fait adapté à mes besoins. On pourrait leur présenter le vélo cargo. Puis d'ailleurs, c'est une des activités qu'on essaye de leur offrir, c'est de pouvoir tester d'autres solutions pour transporter des enfants ou des charges également. Et puis, vous voyez qu'il y a encore pratiquement une sur 10 qui dit, j'ai pas encore toutes les connaissances et les compétences qui font que je me sentirais à l'aise d'utiliser le vélo pour me déplacer. Et quand on leur demande, qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser davantage le vélo à des fins de déplacement? Là aussi, grande variété de réponses, il n'y a pas une seule réponse. Je voudrais pouvoir participer à des balades en groupe. Je voudrais être jumelée avec quelqu'un qui m'accompagne. J'ai besoin d'avoir accès à un vélo. J'ai besoin qu'on m'aide à trouver un trajet qui va être sécuritaire. Je voudrais carrément reparticiper à toute une cohorte de tout à vélo pour renforcer mes compétences, ou bien les infrastructures dans mon environnement sont juste pas adaptées, puis je ne me sens pas à l'aise de faire du vélo pour me déplacer. Alors, toutes ces réponses-là, toutes ces remarques-là, eh bien, ça nous a vraiment amené dans notre demande de financement, celle qu'on a obtenue du fédéral, à identifier chacune de ces barrières-là. Donc, la barrière, j'ai pas accès à un vélo, je me sens pas en confiance, les trajets sont pas sécuritaires, etc. Et d'arriver avec des réponses de ce qu'on appelle des activités complémentaires. C'est pas très sexy comme nom, mais ça le dit, c'est vraiment de regarder comment on peut agir sur toutes ces barrières complémentaires pour les amener à cheminer tranquillement selon où est-ce qu'elles sont rendues dans leur adoption du vélo à des fins de déplacement. Donc, ça nous a amené à, par exemple, proposer des visites de boutiques. Ça aussi, ça peut être très intimidant. Vous rentrez dans une boutique vélo, vous ne connaissez rien au vélo. Il y a 8 catégories différentes. Il y a des vélos de route, il y a des vélos de ville, il y a des vélos de montagne. Vous ne comprenez pas c'est quoi la différence. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y va en gang, puis on se fait faire une présentation, bien souvent par une vendeuse, en fait, ou une conseillère, qui nous explique c'est quoi toutes les différences entre ces vélos-là. On passe par la section des accessoires, on se fait expliquer, on peut poser des questions. Puis comme on voit la personne à côté de nous qui pose une question, on se sent moins gêné de poser nos questions à notre tour. Donc, ces visites de boutique avec aussi des conseils sur, par exemple, l'achat d'un vélo usagé. Comment on fait pour s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Ça peut être des ateliers de mécanique, donc essayer de comprendre et diagnostiquer quels peuvent être les problèmes sur son vélo et puis apprendre à faire des réparations succinctes, rapides, qui peuvent nous aider à régler les problèmes les plus courants. Ça peut être d'essayer un vélo cargo. Justement, on a des enfants, on voudrait pouvoir les transporter. C'est de pouvoir faire cet essai-là. Ou bien essayer un vélo à assistance électrique, par
par exemple. Ça peut être d'être mis en contact avec une mentor pour poursuivre sous forme de jumelage en fait les pratiques avec quelqu'un qui va nous accompagner. Ça peut être des conseils personnalisés pour se faire un trajet ou élaborer ensemble un trajet, par exemple, entre chez nous et puis notre travail, qui va être le plus sécuritaire possible. Alors, toutes ces activités-là, puis j'en oublie sans doute encore, là, visiter des ateliers communautaires, là, quand on s'initie à la mécanique vélo aussi, voici des lieux où vous pouvez aller apprendre, où vous pouvez poursuivre vos apprentissages, etc. Continuer à faire des sorties de groupe, des balades, rester dans le plaisir, ça aussi, ça fait partie du cheminement, là, de tranquillement bâtir sa confiance et son plaisir à faire du vélo. Donc, ce sont toutes des activités qu'on développe énormément depuis qu'on a ce soutien financier d'Environnement Canada. On a également un certain nombre de ressources, donc un guide sur la méthode de la Draisienne, un guide sur comment choisir son vélo, justement, à la grande question, par où je commence, quel type de vélo je choisis. L'accompagnement personnalisé, on a une plateforme qui s'appelle à l'adresse mentorat.velo.qc.ca. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de développer davantage, de pouvoir mettre en connexion des personnes qui veulent poursuivre leurs apprentissages avec des cyclistes qui sont expérimentés, qui ont du temps, qui sont bénévoles et qui sont prêts à consacrer une partie de leur temps libre à accompagner d'autres personnes qui sont plus débutantes dans leur processus. Les activités en groupe, je vous en ai parlé un petit peu, donc les balades dans le Vieux-Montréal, sur le canal Lachine par exemple, les essais de vélo à assistance électrique et de vélo cargo. Donc, toutes ces activités qu'on développe pour les accompagner. Je vous laisse peut-être sur cette autre citation d'une participante qui dit « J'espère que vous continuerez à faire cette initiative pendant encore de nombreuses années et que vous aiderez plus de femmes à se sentir libres, en sécurité et puissantes. » C'est ce sentiment-là d'empouvoirment qui passe aussi par l'apprentissage du vélo, qui fait que, je vous le disais, ça va bien au-delà de l'apprentissage d'une activité sportive. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Je pense que il y a vraiment plein de choses que tu disais aussi là, qui ont résonné dans soit nos projets pour ma mobilité, je m'active, donc des marches citoyennes qui disaient ça serait le fun que nos municipalités nous identifient. On a tout le temps des points, tu sais, la bibliothèque, comment qu'on peut s'y rendre, c'est quoi les chemins sécuritaires pour y aller. Puis, tu sais, on parle souvent, mais là, des nouvelles pistes cyclables sont-elles vraiment nécessaires? Mais on voit que pour un pan, la sécurité a vraiment, tu sais, un pan de la population, c'est vraiment très important là, d'être encadré. Puis, j'aime vraiment votre nouvelle mouture aussi qui prouve aussi que même en tant qu'individu, si on veut être partenaire de ce projet-là puis accompagner d'autres femmes en mobilité, on peut. Donc, on n'est pas obligé d'être une organisation. Donc, on reviendra pour poser des questions. Merci beaucoup. Puis maintenant, on va aller voir Annie Gauthier qui va nous présenter Vélo sans âge. Bonjour tout le monde. Alors Magali, merci pour cette belle présentation sur l'inclusion sociale des femmes. C'est vraiment très stimulant. Alors, moi aussi, je vais tout de suite aller à la présentation. Une image vaut 1000 mots, donc allons-y. On voit bien on voit des gens heureux à vélo? Oui. Alors, à Vélo sans âge, notre slogan, c'est pour le droit au vent dans les cheveux. Alors, le beau temps étant arrivé, on s'amuse. Alors, moi, je suis intervenante en gérontologie. Je travaille principalement avec une clientèle qui a des troubles cognitifs. Je fais des activités de stimulation à domicile pour maintenir leur capacité le plus longtemps possible. Étant une passionnée de vélo, de nature et d'inclusion sociale, mais ça allait de soi pour moi quand j'ai vu passer à Vélo sans âge de fonder dans ma région, dans la vallée du Richelieu, à Belleuil plus précisément. Puis pour me rendre compte que j'étais la première antenne à Vélo sans âge au Québec francophone. Alors, on m'a rapidement nommée ambassadrice à Vélo sans âge pour la province de Québec. À Vélo sans âge, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Ça a été fondé en 2012 à Copenhague, au Danemark. Alors, c'est une organisation internationale sans but lucratif. Ça l'a rapidement fait des petits après 2012. C'est maintenant présent dans une quarantaine de pays. Il y a environ 3000 antennes. Quand on parle d'antennes, c'est comme des points de service autonomes.
parce que chaque antenne fonctionne vraiment de façon autonome, en autant qu'elle soit dans le respect de la mission et des valeurs de À vélo sans âge. Alors, c'est vraiment une structure décentralisée. À ce jour, il y a 4900 cyclopouces qui circulent dans les antennes à vélo sans âge, donc 1 million de personnes qui bénéficient des balades. Et le plus vieux pédaleur a 90 ans. Il n'est pas ici, il est au Danemark. Au Canada, ce que ça donne comme répartition, là, il y a 140 antennes actives au Canada, mais on voit qu'au Québec, on est rendu à 8 antennes. Donc, 2022, c'était la première antenne, puis là, rapidement, ça se déploie aussi au Québec. On est rendu qu'il y en a, bon, à Belleuil, Saint-Bruno, Saint-Hyacinthe, Actonville, Farnham, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, et il y en a aussi une à Westmount. Alors, vous pouvez voir sur la carte là, que c'est très actif dans l'Ouest canadien et en Ontario. Puis au Québec, là, on va voir le nombre croître dans les prochaines années parce qu'il y a beaucoup de demandes pour avoir du soutien pour démarrer des antennes dans différentes régions du Québec. Oups, ça ne bouge plus. Alors, voilà. La mission d'À vélo sans âge, bien, vous l'aurez deviné, on va permettre à nos concitoyens aînés ou à autonomie réduite de vraiment participer à la vie active. Quand je parle d'autonomie réduite, ça peut être déficience intellectuelle ou n'importe quelle autre problématique qui nous empêche de faire seul du vélo. On veut leur redonner un accès au grand air et se réapproprier les espaces publics, pouvoir se balader dans les pistes cyclables, aller au parc, rencontrer les membres de la communauté, pouvoir expérimenter la vie au-delà de la résidence ou de l'établissement de soins. Vous savez, les gens en unité de soins dans les résidences pour aînés, lorsqu'ils sortent souvent, bon, ils sortent de l'établissement, ils embarquent dans l'auto, ils s'en vont au restaurant, ils rembarquent dans l'auto, retournent à la résidence. Mais ils ont rarement l'occasion d'être vraiment en contact avec la nature. On sent ces jours-ci toutes les odeurs des pommiers en fleurs, des lilas. Alors, quand on est en auto, on ne sent pas toutes ces belles odeurs. À vélo, on leur offre cette expérience sensorielle. Ça permet aussi de créer des nouvelles relations sociales et intergénérationnelles. Alors, les cyclistes qui vont offrir des balades sont âgés entre 18 et il n'y a pas d'âge limite. Nous, nos plus vieux, je pense qu'ils ont 78 ans, nos plus vieux pédaleurs. Puis, on en a des tout jeunes aussi dans la vingtaine. On favorise aussi l'engagement citoyen. Alors, les bénévoles qui s'impliquent, ça leur donne vraiment un sentiment d'appartenance à la communauté. Puis, c'est ça, on renforce le sentiment d'appartenance autant pour les cyclistes que pour les passagers. Alors, quelques photos ici prises l'an dernier. Une tournée à l'automne des décorations d'Halloween dans le quartier, ça apporte toujours un grand plaisir pour tout le monde. Les services qui sont offerts. Alors, un des critères de base à vélo sans âge, c'est que les services doivent être offerts gratuitement aux passagers. On ne veut pas que la personne aînée se sente obligée de sortir son 20 $ à la fin de la balade. Donc, balade gratuite est un critère essentiel. Les balades sont offertes par des cyclistes bénévoles de tout âge. La durée, très variable, entre 30 à 90 minutes, mais je vous dirais que nous, on dessert beaucoup les unités de soins dans les résidences pour aînés, les CHSLD. Alors, en général, une balade de 30 minutes, c'est suffisant. Puis aussi, il y a comme une longue liste d'attente de résidents qui veulent sortir en balade. Donc, pour pouvoir donner la chance à plusieurs personnes de venir en balade, bien, on limite les sorties à 30 minutes. On commence dès la mi-octobre, une fois que tous nos bénévoles ont reçu leur formation. Donc, de la mi-octobre jusqu'à la mi-mai jusqu'à la mi-octobre, on offre des balades. Donc, c'est environ 23 semaines. Les randonnées peuvent être offertes en solo, en duo, en groupe, dépendamment du nombre de cyclopouces qu'on a. Alors, nous, en général, ça va être 2 cyclopouces qui vont circuler. Puis, il y a aussi des accompagnateurs bénévoles là, qui accompagnent la sortie. Alors, où est-ce qu'on se balade? On visite le quartier.
Souvent, les gens n'ont jamais visité le quartier qui entoure leur résidence. Alors, on visite les nouveaux développements ou on retourne dans le quartier où la personne a habité avant d'habiter en résidence pour aînés. On favorise évidemment les balades sur les pistes cyclables qui sont beaucoup moins stressantes, autant pour les passagers que pour les cyclistes qui ont la responsabilité de la balade. Et lorsque c'est possible, on essaye de les amener à des activités culturelles, des fois en soirée, des spectacles. Alors, si on peut les amener à l'endroit du spectacle pour faire partie de la communauté, puis en profiter eux aussi. Mais des fois, bon, c'est pas toujours évident là, de trouver le bon timing là, selon les horaires des balades. Les valeurs à vélo sans âge, alors on est beaucoup dans la générosité. Il y a de l'entraide au sein de la communauté. Et il y a aussi de l'échange de connaissances et d'expériences au sein des antennes à vélo sans âge. Alors, quand j'ai démarré l'antenne ici à Belleuil en 2022, j'ai eu beaucoup d'aide des autres antennes au Canada ou d'ailleurs à travers le monde, de la France, qui m'ont envoyé du matériel pour que je puisse savoir de quoi commencer, des exemples de manuels du bénévole, tout ça. Alors, on a tout traduit la documentation, on l'a adapté à notre réalité au Québec, puis c'est tout du matériel qu'on rend disponible gratuitement à toutes les communautés qui souhaitent démarrer une antenne à vélo sans âge dans leur région. Ensuite, le tissu social, on veut vraiment renforcer le tissu social, créer des nouveaux liens au sein de notre communauté. Le partage, les pédaleurs et les passagers ont tous quelque chose à raconter et vous seriez surpris, le temps d'une balade à vélo, tout ce qui peut se raconter, les passagers sont vraiment contents d'avoir une oreille attentive là, pour les écouter et échanger avec eux. Puis, sans âge, eh bien, la vie fleurit à tout âge. C'est pas parce que nos jambes ne nous permettent plus de pédaler qu'on ne peut plus faire de vélo. Les bienfaits des balades. Alors, on pense souvent aux bienfaits pour les passagers, mais les bienfaits sont aussi pour les pédaleurs. Dans notre créneau de bénévoles, on a beaucoup de jeunes retraités. Alors, peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous qui rêvaient de la retraite, mais une fois qu'on a fait notre voyage de rêve, qu'on a fait les rénovations dans la maison, qu'on a entretenu notre jardin, et bien, on commence des fois à tourner en rond. Alors, les bienfaits sont aussi pour les pédaleurs qui viennent briser leur propre isolement social, qui viennent s'impliquer au niveau de la communauté, qui viennent se mettre en forme ou qui veulent se garder en forme en pédalant, qui veulent aussi créer des nouvelles relations. Alors, les bienfaits sont vraiment là, de part et d'autre, autant pour les cyclistes que pour les passagers. Les ressources. Alors, pour pouvoir démarrer une antenne à vélo sans âge, bien évidemment, on a besoin de cyclistes bénévoles qui ont été formés parce qu'on n'embarque pas sur ces vélos-là aussi facilement que sur notre propre vélo. Donc, il y a une formation qui est nécessaire pour respecter les valeurs, mais aussi les mesures de santé et de sécurité de vélo sans âge. Alors, nos bénévoles, nous, ils suivent une auto-formation en ligne d'environ 1h30, puis ensuite, ils reçoivent une formation sur route pour la conduite du cyclopousse. Ensuite, on a des cyclopousses à assistance électrique. Je vais vous les présenter un peu plus en détail plus loin. Et les prix, ça varie entre 10 000 et 20 000 $. Les fabricants sont au Danemark, aux Pays-Bas. On en a aussi un en Alberta et tout récemment un au Québec. Mais dans tous les cas, nous, on fait affaire avec des fournisseurs au Québec qui importent des produits européens. Ensuite, pour rejoindre la clientèle aînée ou à autonomie réduite, on a besoin des partenariats avec les organisations qui sont déjà en contact avec cette clientèle parce qu'un aîné ne prendra pas le téléphone pour dire « j'aimerais savoir une balade ». Donc, on collabore avec les résidences personnes âgées, CHSLD, les centres de jour en déficience intellectuelle ou centres de jour pour aînés. C'est tous des gens qui ont déjà, des organismes qui ont déjà un contact avec les aînés et qui nous permettent d'aller offrir les services. On parlait tout à l'heure Magali parlait de trajets désignés sécuritaires. Alors oui, on en a aussi des trajets désignés sécuritaires pour offrir les balades, pour que la balade soit vraiment paisible. On ne veut pas se retrouver sur des boulevards très achalandés. Donc, nos cyclistes doivent absolument ne circuler que sur ces trajets-là. Les cyclopousses qu'on a de disponibles à Belleuil, alors il y a le AMI qu'on a acheté en 2022, c'est celui-là qui est fabriqué, c'est un cyclopousse à banquette qui vient de l'Alberta.
Le deuxième, le Neola Flex, on l'a acheté en 2023 pour pouvoir offrir des balades aux gens en fauteuil roulant. En 2023, on a acheté le Trio Bike qui est plus léger, qui est plus apte à monter les côtes et celui-là circule plus du côté de Mont-Saint-Hilaire, mais il dessert quand même aussi Belleuil et McMasterville. Puis, on a le 3 angles qui est un prototype qui est encore en ajustement, qui est pour fauteuil roulant aussi, mais qui est fait un peu plus large pour pouvoir accueillir des fauteuils roulants plus larges. L'avantage d'avoir des vélos dont le passager est assis en avant. Alors, vous avez la photo en bas à droite, vous avez peut-être déjà vu ces vélos circuler. Il y a un vélo, une ville qui offre des balades aux aînés avec ce type de vélo. Par contre, à cause des marchepieds, l'embarquement n'est pas adapté pour la clientèle que l'on dessert. Alors, dans les vélos qu'on utilise, ils ont tous des marchepieds, des appuis-pieds qui peuvent s'abaisser au sol pour faciliter l'embarquement des personnes. Ensuite, le fait que le passager soit assis à l'avant, ça facilite beaucoup la conversation. Alors, le pédaleur peut se pencher vers les oreilles du passager et ils peuvent échanger pendant la balade. Ensuite, un point qui n'est pas à négliger, c'est le sentiment de liberté qu'a le passager lorsqu'il est assis en avant. Il y a vraiment, là, il est le roi de la balade. Là. Il voit tout, il sent tout, il peut saluer les gens sur leur passage. Il y a vraiment un sentiment de liberté qui est lié à ça. Puis à un moment donné, je ferais une balade à une dame qui avait des troubles cognitifs, puis à tout bout de champ, elle se virait de bord, puis elle me voyait, elle me disait « Ah, vous êtes encore là, vous? » Elle oubliait que j'étais là. Fait qu'elle, c'était vraiment un beau moment de liberté pour elle, cette balade. Alors, à Belleuil, nous, c'est des vélos communautaires qui sont partagés entre plusieurs organisations. Donc, la Maison des aînés à Belleuil, la Maison de la famille, le CHSLD Marguerite-Adam, CHSLD des Pometiers. On a une association déficience intellectuelle, puis 3 résidences privées pour aînés qui utilisent le vélo. Alors, on a fait un horaire là, durant la semaine là, pour répartir l'utilisation des vélos. Puis, pour nous faciliter la gestion des bénévoles, on a quand même 60 bénévoles qui offrent les balades. Alors, on essaye d'alléger la tâche. Donc, on regroupe les bénévoles par organisme et entre eux, ils ont accès à un fichier Excel, là, puis ils vont indiquer là, quelles journées sont disponibles pour offrir les balades. Et on nomme un coordonnateur d'équipe aussi par organisme qui s'assure qu'à chaque semaine, il y a des gens disponibles pour aller offrir les balades. Alors, cette façon de fonctionner nous permet une fois le recrutement des bénévoles, les bénévoles formés et qui sont affectés à une organisation, après ça, je dirais que l'été roule assez bien. Là, on n'a pas trop d'intervention à faire. Les questions à vous poser, si vous souhaitez démarrer une antenne dans votre région, c'est à qui vous pouvez offrir le service dans votre communauté. Avez-vous un CHSLD, des résidences personnes âgées? Avez-vous un centre de communautaire pour aînés? Comment financer l'achat du cyclopousse? Il y a le programme Circonflex Prêt pour bouger là, qui a financé des cyclopousses l'an dernier, qui est encore ouvert peut-être dans certaines régions du Québec, mais qui pourrait être un beau moyen de financement. Ensuite, il faut se questionner à quel endroit on va ranger les cyclopousses. Dans notre cas, on a des résidences privées pour aînés qui ont accepté d'en ranger dans leur garage souterrain. Et on a aussi acheté un cabanon qui est installé sur le terrain d'un des CHSLD pour ranger des cyclopousses. Il faut se demander par qui vont être offertes les balades. Généralement, je vous dirais que c'est par des bénévoles parce que les employés des CHSLD ou résidences pour aînés souvent manquent de temps pour pouvoir venir offrir des balades. Ensuite, on doit se questionner, est-ce qu'il y a des trajets sécuritaires autour des CHSLD dans ma région? Une grande question, l'assurance responsabilité civile pour les cyclistes bénévoles. Alors, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué d'en trouver. Maintenant, nous, à Belleuil, on est fondé comme OBNL, donc il fallait vraiment qu'on ait notre propre assurance. On a la firme Cooperators qui a accepté d'offrir l'assurance responsabilité civile. Mais ça a quand même été long avant de trouver un assureur. Par contre, si vous collaborez avec les municipalités ou avec le CHSLD, souvent les CI3S
vont offrir l'assurance responsabilité civile sans problème. Il faut ensuite se demander, bon, qui va pouvoir faire l'entretien de nos cyclopousses? Alors, service mécanique, souvent, il y a un bénévole qui est cycliste, qui connaît la mécanique et qui va pouvoir vous offrir la réparation des crevaisons et autres. Alors, les étapes qu'on vous suggère si vous souhaitez démarrer une antenne à Vélo sans âge, c'est premièrement de devenir membre de Vélo sans âge international. C'est complètement gratuit, là, il n'y a pas de frais cachés en arrière. Ça vous donne accès à plein d'outils, donc du matériel pour présenter, pour préparer un PowerPoint, pour pouvoir aller présenter le projet à Vélo sans âge aux organismes que vous souhaitez, que vous aimeriez desservir. Alors, vous pourriez justement cibler les organismes à desservir, les approcher, aller faire une présentation. Ensuite, trouver un organisme qui serait porteur du projet, définir votre structure juridique. Est-ce qu'on veut devenir un OBNL? Qui va être propriétaire des vélos? Qui va assurer l'assurance responsabilité civile? Établir un budget. Nous, on a des gabarits qu'on vous offre. Les demandes de financement aussi, on a au Québec un grand fichier Excel qu'on peut vous fournir avec plein d'idées de sources de financement pour l'achat des cyclopousses. Bon, établir un horaire du service aussi. Est-ce que les balades vont avoir lieu le jour, le soir, la fin de semaine, etc. Puis, pour les municipalités parmi vous, alors vous pourriez considérer aussi peut-être dans le programme Municipalité Amis des aînés, si vous êtes une municipalité certifiée MADA, alors à Vélo sans âge répond très bien aux objectifs du programme. C'est un projet concret qui répond aux objectifs de la politique MADA. Ça donne une image positive d'une municipalité qui est inclusive. Ça l'amène une entraîne citoyenne aussi qui apporte une meilleure cohésion sociale. Vous pourriez démontrer que vous êtes un leader en matière de vieillissement actif et d'inclusion sociale et de communauté en santé. Alors, tout ça, ça fait partie des champs d'action de la politique MADA. Et là, je vois qu'il me manque une diapositive. Alors, c'est ça, pour devenir membre à Vélo sans âge, on pourra vous transmettre les coordonnées dans le PDF. Comme je vous dis, c'est gratuit. Vous allez avoir accès à une plateforme qui s'appelle The Hood en anglais. Alors, ça vous donne accès à toute la communauté internationale de la Vélo sans âge. Et pour le Québec, vous avez vraiment accès à toute la documentation qu'on a développée, là, les formations pour les bénévoles, les guides du bénévole, les ententes avec les organismes, des exemples de budget, des exemples de financement, là, des logos, le PowerPoint, comme je vous disais. Alors, c'est vraiment avantageux. Vous allez sauver beaucoup de temps de préparation là, en devenant membre de Vélo sans âge. Alors, voilà, ça fait le tour de la présentation. Alors, j'espère qu'on va pouvoir pédaler ensemble ou collaborer pour voir d'autres antennes à Vélo sans âge se déployer à travers le Québec. Merci beaucoup, Annie. Je suis déjà en train de magasiner ma résidence dans une de ces municipalités-là. Avoir le droit d'avoir les cheveux dans le vent. On prépare notre propre vieillissement, dans le fond, quand on démarre des antennes à vélo sans âge dans notre communauté pour pouvoir se balader à vélo quand on va être plus vieux. C'est vrai, c'est bien dit. Mais merci de compléter aussi ce pan d'inclusion sociale. Donc, on parle de genre, on parle aussi de contexte culturel, de background, mais il y a aussi l'âge qui fait en sorte qu'on est à l'aise ou pas sur un vélo, mais qu'on voit que la mobilité, mais le droit au vent dans les cheveux, mais et que la mobilité puis est un droit, puis développe aussi certaine l'autonomie, puis l'accès à plusieurs endroits, dont la nature, là, Annie, tu parlais. Donc, on rentrerait dans la période de questions.